Bien. Petit 3, équation, bilan. Je t'écoute. Il y avait déjà un petit 3, bah, petit 4, équation, bilan. Non, mais je sais pas. J'ai pas le cours sous les yeux. Voilà, donc je vous fais confiance. Et comme Noah, il va devenir prof de maths, je fais confiance à sa qualité, à la qualité jusqu'à 3 quand même. Bien, équation, bilan. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, vous avez dû croiser ça au collège si je ne me trompe pas, puis ensuite au lycée, d'accord? Et vous avez probablement une très mauvaise idée de ce que ceci veut dire. En gros, vous êtes en général dans les équations bilan attachées aux moyens d'équilibrer une équation bilan, ce que vous savez faire, et donc pour vous, c'est ça le paradigme de l'équation bilan, d'accord? Alors en fait, pour vous, une équation bilan, ça traduit essentiellement la conservation de la matière, d'accord? Ça, c'est un accident des équations bilan. Une équation bilan traduit beaucoup plus que la conservation de la matière. L'équation de la matière, c'est juste une contrainte forte sur l'équation bilan. Vous ne pouvez pas produire de la matière au passage, donc forcément, vous avez des choses qui sont conservées, d'accord? Mais factuellement, la conservation de la charge et la conservation de la matière dans une équation bilan sont des accidents. D'accord? Ce que vous raconte une équation bilan, c'est absolument pas ça. Donc on va essayer de comprendre un peu cette histoire-là. Donc, une équation bilan, alors je vais déjà vous définir ce que c'est. C'est un modèle traduisant le bilan de matière, enfin traduisant plutôt le processus d'évolution d'une réaction chimique. Donc une équation bilan est un modèle traduisant l'évolution d'un système chimique. Ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, il y a d'énormes confusions de vocabulaire, mais déjà, une équation bilan ne traduit pas une réaction chimique. En général, une équation bilan traduit la succession d'une quantité considérable de réactions chimiques. Il peut y en avoir qu'une seule, il peut y en avoir plein, d'accord, etc., etc. Ça dépend essentiellement de la complexité des molécules et surtout de tous les processus sous-jacents impliqués dans la processus chimique. D'accord. Donc, je vais vous donner un exemple relativement simple, d'accord. Mais en fait, avant de passer à des exemples de chiffres, bon, je vais vous donner une que vous connaissez par cœur, d'accord. Juste pour vous donner le formalisme, d'accord. Alors, je vous montre un peu comment ça marche. Voilà. Alors, une équation bilan, ça ressemble toujours à ça. D'accord. On va poser un peu les diverses choses. Donc, tout le monde est familier avec ces notations-là? C, O2, CO2, c'est bon? Donc, je fais un petit rappel quand même au cas où. Ça veut dire que vous avez un corps qui est constitué d'un atome de carbone tout seul comme un grand, d'accord? Ce truc-là, ce qui est entre parenthèses ici, c'est ce qu'on appelle l'état physique. C'est obligatoire à représenter dans une équation bilan, tout simplement parce que l'équation bilan ne se fait pas du tout de la même façon en fonction de l'état physique. En particulier, elle n'a pas du tout les mêmes constantes thermodynamiques, d'accord? Donc c'est important à représenter. Ensuite, O2, ça vous raconte que c'est une molécule constituée de deux atomes d'oxygène, d'accord? Donc c'est structurel à la molécule en tant que telle, c'est la bestiole que vous bouffez. D'accord? Je mets tout le vocabulaire sur ce truc-là parce que vous le connaissez déjà a priori. Cette partie-là s'appelle comment? Oui, effectivement, ça s'appelle les réactifs. Cette partie-là s'appelle les produits. Petite remarque, c'est une vue de l'esprit mathématique au sens où vous pouvez toujours renverser l'équation et transformer les réactifs en produits et les produits en réactifs. La flèche ici, j'attire votre attention sur la tronche qu'elle a. D'accord? C'est une flèche double avec ici un bout qui manque sur chacune des deux flèches. D'accord? C'est ça, les flèches des équations bilan. Donc, à titre très personnel, j'interdis les égales. D'accord? Je vous invite à manger du sel et simultanément du sodium et du dichlore. Vous allez voir que ce n'est pas égal.
pas du tout. Il y a un cas où vous êtes content, il y a un cas où vous finissez à l'hosto. D'accord? Ou à la morgue directement en fonction des quantités impliquées. D'accord? Donc, c'est pas égal. D'accord? Le symbole égal sur les équations bilan, ça, messieurs? Écart, tranquille? J'en ai rien à foutre, hein. Vous arrivez à l'heure. Non, non, vous vous asseyez, mais la prochaine fois, vous arrivez à l'heure. Voilà, je commence à cogner. Donc, le égal est un accident historique qui tient aux machines à écrire, qui est que dans les années 80, il n'y avait pas de flèches sur les machines à écrire, donc on a remplacé les flèches réversibles par des égales. Ça n'a aucune raison de fond, à aucun moment, et on a gardé cette feignacitude. Donc moi, je ne mets pas de égal, à aucun moment. D'accord ? Il existe d'autres flèches, en particulier la flèche de réaction totale, qui est une approximation, qui consiste à dire que la réaction, en fait, ne se fait jamais dans l'autre sens, on en parlera tout à l'heure. Pas grand-chose de plus dans cette histoire, d'accord ? je vais vous donner plusieurs exemples pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe. Donc ça, c'est l'équation la plus basique, d'accord ? Voilà. Vous constatez qu'il y a effectivement conservation de la matière, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a conservation de la matière au sens où vous avez autant d'atomes de carbone de ce côté-là que de l'autre côté, et autant d'atomes d'oxygène de ce côté-là que de l'autre côté. Je vous donne un deuxième exemple. On est parti, je sais pas, moi je vais prendre un truc avec des nombres. J'en sais rien, moi. MnO4- plus. Alors, ouais, ça va être 8H plus. On va réduire, donc plus 5 Fe3 plus, qui va donner 5 Fe2 plus Mn2 plus, j'en sais rien, non, H plus, il n'est pas du tout là. Il est là. Plus 4H2O, si je ne me trompe pas. Voilà, si je fais ça au pif, hein, mais ça fait 15, 10, ça fait 12 plus. Non, j'ai l'impression qu'il manque de... c'est le contraire. On oxyde, c'est 2 plus ici et 3 plus là. Ça fait 15, 17, 18, moins 1, c'est bon. Voilà, c'est celle-là. D'accord. Donc, qui est l'oxydation des ions Fe2 plus par les ions permanganate. Voilà. En retard, vous arrivez plus en retard. Ouais, non mais c'est fini là. J'en ai marre. D'accord, sur ce truc-là. Alors, ici, vous avez une nouveauté, vous avez des nombres qui sont apparus dans cette histoire. D'accord ? Qui sont ces trucs-là. D'accord ? Devant. Alors, vous avez des charges également. Petite remarque, on n'entoure pas les charges ici. D'accord ? Les charges entourées, c'est des charges formelles. D'accord ? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la charge globale. Alors, ce que ça vous raconte, par exemple, dans celle-là, c'est que... Donc ça, c'est les ions permanganate, vous aurez à les connaître par cœur. Ça, donc ça vous raconte que vous avez un atome de manganèse là-dedans, 4 atomes d'oxygène. Si vous voulez factoriser, vous devez mettre des parenthèses. Ici, il n'y en a pas. Et vous avez un moins, qui est la charge totale de ce merdier-là. D'accord ? En particulier, vous n'avez rien qui vous raconte de quel atome spécifique porte le moins. D'accord ? C'est une charge globale. Oui. Parce que je les ai oubliés, mais je vais les mettre. Voilà. C'est AQ partout. En fait, c'est juste que j'ai une tendance, parce que quand j'ai été formé, c'était ça, à enlever les états physiques quand c'est AQ et le solvant. D'accord ? On a tendance à les virer, mais c'est pas bien. T'as raison. Oui. En retard. Vous arrivez à l'heure. Non, sois pas désolé, la prochaine fois tu arrives en retard, sinon je te vire. Définitivement. Oui. C'est liquide. AQ, liquide. Le solvant, liquide. Oui. Ouais, c'est comme vous voulez. Moi, je mets des virgules, les machins. Ça, c'est pas là pour le coup. C'est un peu tatillon. Alors, c'est celle-là qui va m'intéresser le plus. D'accord ? En particulier pour ces histoires-là. Donc, bien entendu, vous pouvez vérifier que la matière est conservée. D'accord ? Premier accident, en fait, effectivement, il y a autant d'ions de manganèse de chaque côté. Il y a autant de H de chaque côté, puisqu'il y en a 8 d'un côté et 8 de l'autre. Il y a autant de fer de chaque côté, Fe et Fe. D'accord ? Et autant d'oxygène de chaque côté, 4. D'accord ? Dans ces histoires-là. Vous pouvez vérifier les charges également. La charge est conservée, c'est aussi un accident dans cette histoire-là. Hein, d'accord ? Vous avez 17 charges de plus. Je dis des conneries. C'est ça, 17 charges de plus de chaque côté. 5 fois 2, ça fait 10. D'accord ? Oui, Adam ? Ça veut dire que c'est pas ça que ça raconte comme histoire. Mais que le fait, c'est là où je vais en venir après, le fait que la charge soit conservée vient de ce que raconte l'équation bilan comme truc. D'accord ? Donc on utilise cet outil-là pour les équilibrer, mais factuellement, en fait, c'est pas ça le vrai fond d'une équation bilan. On va en parler tout de suite, ne t'inquiète pas. On est d'accord. Là, je fais un rappel de niveau collège pour être sûr que tout le monde est raccord. On est d'accord sur les 17 charges. D'accord, hein, d'accord, 5 fois 2 plus.
8 fois 1 plus, d'accord? Moins 1 pour ce truc-là. Et par ici, 15 plus 2 de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que vous raconte cette équation bilan? Cette équation bilan vous raconte deux choses. La première, c'est que cette réaction existe. Alors ça, c'est un truc qui est extrêmement nouveau pour vous, et surtout qui est un gros défaut pour vous. Vous n'avez à aucun moment le droit d'inventer une équation bilan. Une équation bilan doit vous être donnée dans un énoncé, soit explicitement, soit parce que c'est une équation bilan modèle d'un des trucs élémentaires qu'on va voir au cours de l'année. Acide-base, demi-équation redox, précipitation, et c'est tout pour vous. Il y en a une quatrième qui n'est pas pour. Sinon, on vous donne l'équation. D'accord? La seule chose que vous aurez le droit de faire, c'est de prendre des équations bilan connues et de faire des combinaisons linéaires avec, sous contrainte. On va en parler dans l'heure et demie qui vient. Donc déjà, on ne peut pas inventer une équation bilan. Vous n'avez pas le droit d'écrire un truc du type, je sais pas moi, SO3 donne S plus 3,5 de O2. Vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Ça n'existe pas. D'accord? Pourtant, ça marche. La charge est conservée, le nombre d'atomes est conservé, il n'y a aucun problème, mais ceci n'existe pas. À aucun moment, ça existe. Donc, vous ne pouvez pas inventer des équations bilan. D'accord? Une que vous écrivez, un truc que vous n'avez pas le droit d'écrire, par exemple, c'est ça. NaOH plus HCl donne Na+, plus des trucs comme ça. Ça, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Cette équation bilan n'existe pas. Donc, vous ne pouvez pas inventer d'équations bilan. Les équations bilan doivent être tabulées pour traduire un processus qui existe. On va essayer de comprendre le problème. Ce que cette équation bilan vous raconte, c'est un processus d'évolution. C'est ce que j'ai écrit ici. Ça vous raconte que dans ce processus-là, qui existe et qui est documenté, quand vous consommez une molécule de ça, vous devez, dans le même temps, consommer 8 molécules de ça et 5 molécules de ça. C'est ça que vous raconte une équation bilan. C'est que simultanément, vous avez des quantités fixes qui disparaissent, pendant que, dans le même temps, vous avez des quantités fixes de produits qui apparaissent. Ces quantités qui apparaissent et disparaissent n'ont rien à voir avec ce que vous avez dans votre solution au départ. Il n'y a aucun rapport entre le processus d'évolution et ce que vous avez en réserve. Pour que vous compreniez, on va quitter la chimie et on va faire la cuisine. On va faire des tartes aux pommes. Vous aimez les tartes aux pommes? C'est bon, les tartes aux pommes. Pour faire une tarte aux pommes, on écrit une équation bilan. En fait, une recette, c'est une équation bilan. D'accord? La liste que vous avez au départ. Vous savez que pour faire une tarte aux pommes, il vous faut une... On fait une tarte aux pommes version Leader Price, hein, d'accord? Il nous faut une tarte, il nous faut 4 pommes, et ça donne une tarte aux pommes. Voilà une équation bilan. D'accord? Ça vous raconte qu'à chaque fois que vous voulez fabriquer une tarte aux pommes, il vous faut une tarte et 4 pommes. Si vous avez une tarte, une pâte à tarte, et 5 pommes dans votre placard, c'est pas grave. Ça ne changera rien au problème. C'est juste qu'il vous restera une pomme à l'arrivée. On est d'accord? Il n'y a aucun rapport entre ce que vous avez dans votre placard et ce qu'il y a là. On est au clair là-dessus? Vous êtes d'accord également que si je veux faire un gâteau au chocolat, il me faut un œuf, plus 200 g de farine, d'accord? Plus, je ne sais pas, 80 chocolats, et ça me donne un gâteau au chocolat. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est deux recettes distinctes. Mais on est d'accord que je ne peux pas faire la somme des deux. D'accord qu'une tarte plus un œuf plus 4 pommes, ça ne donne pas ça. Plus un rôti de porc, plus 200 g de haricots verts, plus du joint à carrelage et de la colle. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc vous n'avez pas le droit. C'est ça dont je parle quand je vous dis on n'invente pas des équations bilan. Ça veut dire qu'on ne fait pas de combinaison à l'arrache de recettes. Parce que factuellement, peut-être que le jour où vous fabriquez une tarte aux pommes, vous n'êtes pas en train de retapisser votre chambre. Faites pas la même chose en même temps. On est d'accord qu'on pourrait faire ça avec du seau à colle et du papier peint aussi. Mais vous êtes d'accord qu'à un moment donné, si j'écris la recette, c'est une tarte, 4 pommes, 1 kg de seau à colle, 20 mètres carrés de papier peint. Voilà, 2 boulons 4 vis, une chaise de bureau et un meuble acheté chez Ikea avec la notice en suédois. Donne probablement, on ne sait pas grand chose, sauf si vous avez un cube Dream. D'accord? Vous savez pas ce que
c'est, mais c'est pas grave. Ok, voilà, sauf pour les plus vieux d'entre vous. On est au clair là-dessus? Donc vous ne pouvez pas mélanger des équations bilan, c'est interdit. Oui. Ah, ça marche toujours dans l'autre sens. Voilà, en vrai, ça c'est ton postulat de base. Après on verra à quelles conditions, non. Mais sinon de base ça marche toujours dans le sens. Mon idée ici c'est de vous faire comprendre que grosso modo ce procès il est validé. Vous êtes allé sur internet, vous allez trouver la recette de la tarte aux pommes. Celle-là, c'est pas la plus dure, celle-là, d'accord? Voilà. Celle-là aussi. Le mélange des deux, absolument pas. Ça n'a aucun sens physique. Alors que si je fais la somme des deux, vous êtes d'accord que la matière sera conservée sans aucune forme de problème, la charge sera conservée sans aucune forme de problème, j'ai pas de souci de ce point de vue-là. Mathématiquement, je peux l'écrire. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je vous interdis d'utiliser le symbole égal, parce que si vous avez A égale B et C égale D, vous pouvez toujours dire que la somme des deux trucs, ça marche, il n'y a aucun problème. En l'occurrence ici, ça ne marche pas. Vous avez un modèle qui ne traduit littéralement plus rien. D'accord? Donc vraiment, ça c'est extrêmement important. Une équation bilan, ça traduit encore une fois un processus d'évolution donné. Il y a des cas où on peut faire des combinaisons linéaires. C'est hyper simple à comprendre. Imaginons par exemple que vous voulez faire des paquets de tartes aux pommes. D'accord? Et l'équation bilan ensuite, c'est que pour 4 tartes aux pommes, vous pouvez faire un paquet de tartes aux pommes. Là, vous pouvez les combiner. Parce que, en fait, vous devez attendre que le produit soit fait pour qu'il devienne le réactif de la réaction suivante. En gros, c'est des réactions qui sont enchaînées. C'est la seule condition, c'est le seul cas où vous avez le droit de faire des combinaisons d'équations bilan. Et auquel cas, là, ça va fonctionner. On est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Les coefficients qui sont là, qu'on va appeler les coefficients stoichiométriques, ça vous avez déjà entendu parler de ça, traduisent littéralement, si vous consommez un truc, combien d'autres trucs vous devez consommer en même temps. Si jamais vous avez deux processus disjoints, alors vous ne pouvez pas les mettre dans la même équation bilan. D'accord? Si vous avez deux recettes, vous pouvez mélanger... Alors attention, quand vous avez deux recettes, vous pouvez mélanger la liste de courses, par contre. Vous avez donc largement le droit d'avoir un bécher avec plein de trucs dedans, où il va se passer des choses simultanément. Mais vous ne mélangez pas les processus. Vous mélangez l'endroit. On est d'accord là-dessus? Et encore une fois, si je prends mes tartes et mes pommes, même si vous êtes à la tête d'un verger considérable, si vous n'avez qu'une seule pâte à tarte, vous ne ferez qu'une tarte aux pommes. D'accord? Autrement dit, il n'y a aucun rapport entre ces coefficients-là et ce que vous avez dans votre bécher. C'est juste qu'à la fin, il y a un réactif qui restera. Ce truc-là, il porte un nom, ça s'appelle le réactif en excès. D'accord? Surtout, c'est l'autre qui nous intéresse, c'est celui qui va limiter le processus, qui s'appelle le réactif en défaut. Ouais. Imaginons, vous avez 5 pommes et Ouais. une tarte, du coup. Bon, on fait une tarte, puis 0 tarte et une pomme. À l'arrivée, il reste 0 tarte et une pomme. Du coup, est-ce que les pommes, elles sont quand même en excès? Parce que, Oui, les pommes sont en excès. oui, mais même si on avait une tarte, bah, il ne pourrait pas faire une nouvelle tarte aux pommes. Ah, il peut faire une nouvelle, mais il te reste à la fin. C'est ça, être en excès. C'est qu'à la fin, tu as un réactif qui te reste. Ok, même si c'est pas suffisant pour en faire une autre. Ah, même c'est pas suffisant. Voilà, là, il t'en reste. Il t'en reste point barre. Voilà. Ouais. Ouais, et du coup, au niveau de l'équation, si on a une tarte, une banane à tarte et 5 pommes, Ouais. on dit qu'en produit ça donne une tarte aux pommes plus une pomme? Non, une tarte aux pommes tout court. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, ça c'est. Non, mais toutes ces questions-là sont hyper importantes. Posez vos questions naïves, c'est le plus important dans cette histoire. Ça c'est la recette. La recette te dit que pour fabriquer ça, il faut ça et ça. Le fait qu'il te reste des choses à la fin dans ton placard n'est pas dans la recette. On est d'accord que quand vous faites une recette de cuisine, si vous en avez acheté trop, c'est pas écrit dans la recette. D'accord? L'équation bilan, c'est pas une tarte plus 4 pommes plus une pomme qui donne une tarte aux pommes plus une pomme. Ça n'a aucun intérêt. D'accord? C'est pas un processus d'évolution, ça de mettre des ions spectateurs. Enfin, ça s'appelle mettre des trucs spectateurs dans l'équation bilan, dans cette histoire. Et encore une fois, les quantités que vous avez n'ont rien à voir. Les quantités, elles vont arriver en dessous, dans ce qu'on appelle un tableau d'avancement. D'accord? Et on va vous raconter comment ces quantités vont varier et laquelle va arriver à 0 en premier. Oui, Camille. Du coup, additionner deux équations. On ne peut pas additionner deux équations bilan, pour l'instant c'est votre règle de base. Voilà. C'est interdit. Parce que tu ne peux pas additionner ça. Parce que l'année dernière, on faisait l'oxydation et la réduction, et ensuite on combinait les deux. Vous faisiez une combinaison linéaire en éliminant une espèce qui sont les électrons. Parce que tu utilises des électrons de l'une pour fabriquer l'autre. Là ça marche. Mais tu vois que c'est pas une addition. C'est plus subtil que ça. Il y a une contrainte. On est d'accord que vous avez une méthode l'année dernière pour faire ça. Qui était l'élimination des électrons.
Timos. Comment est-ce que si l'expression des produits elle est unique? Ah non, mais vous savez rien du tout. On vous donne l'équation bilan, point barre. Non, Non, l'équation bilan, elle est soit donnée, soit devinable parce que c'est une équation élémentaire. Vous n'inventez pas des équations. Vraiment, ça, c'est la règle de base. Vous n'avez pas le droit d'inventer une équation bilan. Parce que vous devez traduire. Quand vous inventez une équation bilan, en général, c'est ça qui se passe. Vous avez le placard, vous faites, puis un placard d'étudiant, tu vois. Vous faites, ok, j'ai de la farine, des œufs, des haricots verts, de l'eau de javel, un reste de silicone, une éponge, allez. Zba! Vous secouez tout ça et vous êtes malade. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Donc on ne fait pas ça. C'est ça inventer une équation bilan. D'accord? C'est ouvrir le placard en se disant tiens, avec tout ce que j'ai, je vais pouvoir faire une recette intelligente. En général, c'est pas tout ce que tu as. D'accord? C'est un truc réfléchi. Ouais. mais ma question, en fait, si on met les réactifs qu'on a actuellement, les produits, ça sera toujours ça? Ça sera Non, il peut y avoir d'autres réactions. Ah, c'est ça. Non, ce sera en général pas les mêmes coefficients, mais tu peux avoir d'autres réactions. Mais tu n'es pas censé le savoir. À aucun moment. C'est l'idée. Oui, Noah. Imaginons, on a 2 tartes et 5 pommes. Ça veut dire que tous les réactifs peuvent être sur l'excès. Non, bah, si tu as 2 tartes et 5 pommes, c'est les pommes qui sont en défaut. Bah, disons que là, le problème, c'est que là, on fait des trucs entiers, mais en général, c'est un process continu. D'accord? On va calculer ça, vous inquiétez pas. Enfin, ça se gère. Oui. Si on a les trucs pour faire d'autres tartes et on a un reste de pommes, on peut faire. Bah, donc ça va dépendre de quel réactif qui arrive à 0 en premier, en fait, surtout. Voilà, l'idée, c'est que là, c'est un exemple avec des trucs entiers, donc ça pose problème, mais en général, c'est un phénomène continu. Donc, tu peux fabriquer 0,25 tartes, tu peux faire une tarte plus petite, à la limite. D'accord? Voilà, pas de problème. Oui, Au niveau des opérations mathématiques, on a le droit de faire. pour l'instant, 0. Zéro. Si, une. Vous êtes d'accord que cette recette-là, c'est la même que celle-là? C'est la même. D'accord? Si c'est réversible et que vous n'avez pas trop de problèmes avec le second principe de la thermodynamique, vous pouvez aussi multiplier par -1. Vous pouvez décomposer votre tarte et la remettre en pomme. Bon, ok, admettons. Voilà, ça va être compliqué. D'accord? Grosso modo, vous pouvez toujours multiplier une équation bilan par n'importe quel nombre. D'accord? Si vous avez vraiment envie, vous pouvez faire ça. Si vous prenez pi tarte et 4 pi pommes, vous obtenez pi tarte aux pommes. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est pour vous montrer que ceci n'a aucun sens, en fait. Par contre, l'évolution marche pareil. Vous savez que vous devez toujours consommer 4 fois plus de pommes que de tartes. On s'en fout, en fait, du facteur là. Il n'a aucune importance. Le facteur commun dans ces histoires. Oui, Camille? Ici, dans ce cas-là, avec la double flèche, quand on fait 4 tartes, Ouais. et qu'il n'y a plus rien à gauche, pourquoi la tarte elle a double tout ça pour. Bah, en vrai, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Si tu laisses une tarte sur ton plan de travail pendant 2 semaines, ça donne pas des pommes et une pâte à tarte. Ça donne une nouvelle génération de trucs que tu n'as jamais vu, quoi. Voilà. Rien à gauche. Dans un sens. Oui, c'est réversible en général. De toute façon, toutes les équations sont réversibles à peu de choses près. Oui. Et le fait d'avoir des fois, je sais, dans certaines équations, il y a des coefficients qui sont non entiers, c'est juste par. Tu fais ce que tu veux. Là, j'ai mis un coefficient qui est juste irrationnel quand même. Tu fais ce que tu veux de ta vie, d'accord? Il existe quelques équations qu'on appelle les processus élémentaires où les coefficients sont forcément entiers, positifs et de somme inférieure à 3. Mais c'est pas ce que vous croisez là. D'accord? Le côté somme inférieure à 3, il va falloir se lever tôt quand même là. Mais physiquement, ça veut rien dire d'avoir. Physiquement, en fait, il y a une équation bilan, comme son nom l'indique, c'est une équation qui traduit un bilan. Ça ne te traduit absolument pas le merdier que tu as fait au départ. Par exemple, dans cette recette-là, là j'ai pris une recette simple, mais vous pouvez faire la même avec une recette compliquée. D'accord? Vous avez plein d'ingrédients, vous les faites, et à l'arrivée, vous avez un plat donné, ça ne vous raconte absolument pas toutes les étapes que vous avez dû faire entre les deux. Ça vous raconte juste que pour avoir ton truc à l'arrivée sympa, il faut tout ça au départ. Et qu'à chaque fois que tu consommes ça, il faut consommer tant de ça, tant de ça, tant de ça. Voilà. Une équation bilan n'est rien de plus qu'une recette de cuisine attestée. D'accord? Et vous n'avez pas le droit d'en faire plus que ça. Encore une fois, ne mélangez pas vos recettes de cuisine et vos recettes de colle à carrelage. C'est une très mauvaise idée, tant pour votre carrelage que pour votre estomac. Ça dépend qui prend en premier. D'accord? Voilà. Ok? On est d'accord là-dessus? Bien. Donc, on va essayer d'élaborer tout ce truc-là, tranquillement mais sûrement. Donc, première définition, alors je vérifie que je suis dans le bon ordre quand même. Voilà. Mais ce discours est important. Et je reviens, qu'est-ce qu'une équation bilan? Ouais,
grosso modo, comment repère-t-on les états? Voilà. Donc, première propriété, je vais quand même l'écrire, mais c'est une propriété. Une équation bilan traduit toujours la conservation de la quantité de matière, enfin de nombre d'atomes, plus exactement, et de la charge. Une équation bilan doit toujours... Je vais faire mon petit trait là. Voilà. Doit toujours respecter... Alors, la conservation du nombre d'atomes. Alors, petite remarque, le monsieur qui a trouvé ça, il s'appelle Dalton. C'est le même que celui qu'on a vu hier. C'est lui. D'accord. La conservation du nombre d'atomes et la conservation de la charge. Bon, à l'époque, ça, c'est pas très clair. Petite remarque au passage, une équation bilan ne conserve jamais le nombre de molécules. Dans l'équation, une tarte plus 5 pommes plus 4 pommes donne une tarte à tarte, vous passez au départ de 5 molécules à une molécule à l'arrivée. Cette molécule peut être plus ou moins grosse. Ça, c'est hyper important à comprendre. Vous le voyez ici, hein, au départ, vous avez 14 molécules impliquées. D'accord, il y a 14 molécules dans les réactifs. Et dans les produits, sauf si j'ai pas eu de bol, il y en a 10. Voilà, d'accord, il y a 10 molécules impliquées dans les produits. Donc le nombre de molécules initiales et le nombre de molécules finales, c'est a priori absolument pas le même. Simplement parce que les molécules, je vais composites. Ce qui est conservé, c'est les briques qui les composent. Autrement dit, les atomes. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est la base. Ensuite, définition. Les coefficients devant les nombres sont appelés, devant les diverses espèces, sont appelés les coefficients stoichiométriques, à un détail près. Donc, on définit. Donc, je vais l'écrire. Si une équation bilan s'écrit sous cette forme-là, donc alpha 1 à 1 plus alpha n à n, en équilibre avec bêta 1 B1 plus bêta P BP, d'accord? Voilà. Alors, on définit le coefficient stoichiométrique de l'espèce I par nu I est égal à moins alpha I si I est réactif et plus bêta I si I est produit. Ça, c'est hyper important et c'est nouveau par rapport à l'année dernière. L'année dernière, vous n'algébrisiez pas les coefficients stoichiométriques, si je ne me trompe pas. On est d'accord? Donc là, maintenant, c'est nouveau et ça, c'est extrêmement important. Ça va nous permettre de ne pas faire de disjonction de cas entre les réactifs et les produits. Ça va simplifier considérablement les formules à venir. Et donc, il faut que vous reteniez que les coefficients stoichiométriques des réactifs sont négatifs. D'accord? On va faire ça sur l'exemple que j'ai écrit là-haut. Si je prends mon exemple là-bas, quel est le coefficient stoichiométrique de MnO4-? Dans mon équation là-bas, ouais, c'est moins 1, tout à fait. Quel est le coefficient stoichiométrique de H+? Moins 8, tout à fait. Quel est le coefficient stoichiométrique de, je ne sais pas moi, Fe3+? C'est effectivement, c'est plus 5. Voilà. C'est pas très compliqué, il faut juste à un moment donné bouffer le truc. Oui, je t'écoute. Ah, mais on l'écrit avec le moins. C'est juste qu'il est du bon côté. S'il est du bon côté, voilà. En gros, on pourrait... Alors, des gens font ça. Des gens écrivent tout d'un côté avec égal 0. Ça, c'est encore pire. Ça me détruit, ça. D'accord? 0 égale tout ça avec des plus et l'autre côté avec des moins. D'accord? Voilà. Mais non, on écrit l'équation comme ça. D'accord? Bien. Blablabla. Ok. Petite remarque. Et ça, c'est une remarque importante. Je reprends tout ce que j'ai raconté.
une équation bilan peut toujours être multipliée par n'importe quel réel. Là, je vais me limiter à des réels positifs, parce que des réels négatifs, comme vous voyez, vont changer le sens des coefficients stoichiométriques, et donc vont changer la nature réactif-produit. D'accord? Donc, histoire de ne pas avoir trop de problèmes de vocabulaire, je vais me limiter à ça. Donc, une équation bilan peut toujours être multipliée par un réel positif tout en traduisant, tout en modélisant la même chose. Le même processus. Ça, c'est vraiment comme sur Marmiton, vous demandez, ah, en fait, c'est pas pour 4, mais pour 6, qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est vraiment le même principe. D'accord? Vous êtes d'accord, c'est la même recette, hein? On est clair? Enfin, voilà. Quand vous faites ça, en fait, vous changez ce qu'on appelle l'écriture de l'équation bilan. Et donc, les diverses versions de cette équation bilan, ça s'appelle les écritures des équations bilan. Voilà, c'est ça. Donc, on parle d'écriture de l'équation bilan. Donc, vous avez peut-être l'année dernière des enseignants un peu stressés sur les coefficients demi-entiers, par exemple. Il n'y a aucune raison. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, j'en sais rien, moi, H2 plus 1 demi de O2 est équilibré avec H2O. Et 2H2 plus O2 est équilibré avec 2H2O. Ça, ce sont deux écritures de la même équation bilan. Voilà, d'accord? Et il n'y a aucun problème pour mettre ce 1,5. Ce truc-là ne traduit pas ce qui se passe en vrai. Donc ce truc-là ne vous raconte pas qu'il existe des demi-molécules de dioxygène. Ça vous raconte absolument pas ça. C'est pas ça que ça modélise. Ça vous modélise que lorsque vous consommez une quantité donnée de H2, vous devez en consommer la moitié en O2. C'est tout, point barre. Et comme grosso modo les quantités sont multiples du nombre d'Avogadro, si vous voulez, vous pouvez diviser par 2. Ça pose pas de problème majeur. À peu de choses près. D'accord? Vraiment, ceci ne traduit absolument pas ce qui se passe en vrai. Pas du tout. Cette réaction-là, c'est une réaction cauchemardesque. On ne connaît pas bien l'étape, on ne connaît pas bien le mécanisme par ailleurs, c'est un mécanisme explosif. Il y a au moins probablement 8 ou 9 étapes pour faire cette équation-là. D'accord? Donc ça raconte absolument pas ce qui se passe. On est au clair là-dessus? Voilà. Ça, c'est la même chose. J'ai aucun problème. Par contre, un truc important, c'est que les coefficients stoichiométriques dépendent de l'écriture de la réaction. Vous voyez que si je multiplie tout par 2, tous mes coefficients stoichiométriques seront multipliés par 2. Donc ça, c'est important que vous compreniez ce qui dépend de l'écriture et ce qui n'en dépend pas. Pour une raison très simple, c'est que vous, comme moi d'ailleurs, ne sommes pas des divinités. Autrement dit, si vous êtes capable de changer quelque chose simplement en changeant l'écriture du modèle, ça signifie que ce truc-là ne traduit pas quelque chose de physique. D'accord? Sinon, c'est-à-dire que vous changez la réalité en écrivant sur un bout de papier et donc vous êtes une divinité. C'est un statut intéressant par ailleurs, mais vous ne serez pas là. Donc, je ne prends pas trop de risques en m'avançant sur vous talent. Donc on est parti. Les nuits dépendent de l'écriture. De l'équation bilan. Voilà. Alors, le truc qui est absolument incroyable si vous avez compris tout ce que je vous ai raconté, c'est qu'en fait, ça signifie que quand ma réaction bilan elle va se faire, tous les réactifs et tous les produits vont voir leur quantité modifiée de façon contrainte, autrement dit de façon simultanée. Et ce qui est hyper important dans cette histoire, c'est donc qu'il existe un paramètre unique qui va vous raconter l'intégralité des variations des quantités de matière, de tout ce qui est impliqué dans l'équation bilan. D'accord? Ce truc-là, porte un nom, s'appelle l'avancement petit 4. Notion d'avancement. D'accord? Donc, soit une équation bilan que
que j'écris sous la forme alpha 1 gna, 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 plus alpha n à n, équilibré avec bêta 1 B1 plus bêta P BP. Voilà. Tout le monde comprend cette écriture? Encore les alphas, c'est l'équation, enfin aussi une presse, c'est l'équation stoichiométrique, et voilà. Donc, on considère qu'on a un milieu, où initialement chaque espèce a la quantité, enfin est présente, exactement, est présente en quantité. Donc là c'est juste pour introduire la notation. Alors, les notations sont extrêmement importantes, elles sont standards, à peu de choses près. Donc, N, quantité de matière, I, nom de l'espèce, virgule, 0, initial. Le 0 étant bas. C'est les mêmes notations que j'utilise depuis le début de l'année, hein, c'est pas, il y a un nouveau, mais là pour le coup ça va devenir important. Ça veut dire initial. Vous pouvez écrire N0I si vous voulez, d'accord? Petite permutation est jamais grave, mais par contre pas de 0 en haut. Okay, et vous avez eu tendance à apprendre des formules jusqu'à présent du type N égale CV, etc. etc. D'accord? Maintenant c'est terminé, c'est NI égale CI, V prélevé, vous mettez des indices partout. Parce que sinon vous allez mettre même N pour tout le monde, d'accord? Dès que ça devenait un peu compliqué, ça ne va pas marcher. Okay, donc ça c'est votre quantité initiale. Cette quantité initiale, c'est extrêmement important, appartient à R+. D'accord? C'est un nombre de moles, c'est positif, mais ça peut être nul. D'accord? Attention, je parle de toutes les espèces. En particulier, je parle aussi des produits, là. D'accord? Il n'y a pas que les réactifs dans cette histoire. Vous avez un milieu comme ça, avec des trucs qui se passent. Donc, l'idée est la chose suivante, c'est que l'équation bilan... Donc, imaginons, par exemple, qu'il y ait un des alphas qui vaille 1. D'accord? Oui. Vous avez dit que ça marche aussi pour les produits. Du coup, le produit peut être égal à 0. Au départ, oui. Ah, d'accord. Voilà. Imaginons donc qu'il y ait un alpha i qui vaille 1 dans cette histoire. Ça signifie donc que si vous consommez une quantité donnée de ce truc-là, vous allez consommer par exemple combien de quantité de A1? Mais là, cette quantité, on va dire qu'on va l'appeler X pour l'instant. Si vous consommez une quantité X de l'espèce dans le coefficient vaut 1, vous allez consommer combien de A1? Alpha 1 fois X, d'accord? Et ça sera la même chose avec tout le monde. Okay, donc, grosso modo, à chaque fois que vous consommez une quantité d'un éventuel réactif avec un coefficient 1, vous allez consommer alpha 1 fois X de A1, alpha 2 fois X de A2, etc., etc. Autrement dit, leurs quantités vont varier de ça, et elles vont même décroître, d'accord? C'est-à-dire qu'au bout de cette étape-là, la quantité de A1, ce sera sa quantité initiale, moins alpha 1 fois X, moins alpha 2 fois X, etc., etc. Et vous allez produire de l'autre côté, bêta 1 fois X, bêta 2 fois X, etc., etc. On est d'accord là-dessus? Donc vous voyez que vous avez un truc structurel, et ce truc structurel vient en fait de ce que vous raconte l'équation de bilan. À chaque fois que vous mangez alpha 2 de ça, vous devez manger alpha 1 de ça. D'accord? Vous voyez que j'ai un cas où j'ai un moins devant, c'est le cas des réactifs, et un cas où j'ai un plus devant, c'est les produits. J'ai effacé. Mais vous voyez que les coefficients stoichiométriques vont un peu nous sauver la vie de ce point de vue-là. Donc l'idée est la chose suivante, c'est qu'on va donc définir une grandeur, et ce truc-là s'appelle l'avancement. D'accord? Qui va faire un truc absolument génial. Donc on définit l'avancement psi, d'accord, tel que pour toute espèce i, eh bien en fait le nombre de moles de i, un état donné de la réaction, vaut tout simplement sa quantité initiale
plus son coefficient stoichiométrique multiplié par xi. Et vous voyez que comme le coefficient stoichiométrique des réactifs est négatif, vous allez bien avoir une quantité décroissante pour les réactifs. Et comme le coefficient stoichiométrique des produits est positif, vous allez bien avoir une quantité croissante pour les produits. Et vous voyez que ça satisfait littéralement à ce que vous raconte une équation bilan. À chaque fois que vous allez consommer, par exemple, une mole pour xi, et ben en fait, vous allez consommer vous allez consommer alpha i fois xi du réactif i, produire bêta xi du produit i. Et en fait, ceci, c'est pas, en fait, d'une certaine façon, ceci n'est absolument pas nouveau. C'est exactement la matérialisation formelle de ce que traduit une équation bilan. Cette équation-là est la plus importante de toute la chimie. C'est l'équivalent de l'intégralité des systèmes de coordonnées en chimie. C'est la cinématique de la chimie, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. C'est fini. On va prendre un exemple pour voir comment ça se passe. D'accord? Voilà. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. MnO4- plus 8H plus AQ plus 5F2 plus est équilibré avec 5F3 plus Mn2 plus, c'est toujours des AQ partout. Reprenez-moi quand je les oublie les AQ, hein, d'accord? Plus 5, c'est 5H2O, non, 4H2O, pardon. Liquide, d'accord? Oui. Il n'y a que l'eau qui est liquide, c'est solvant, et tout le reste, c'est AQ. Oui, parce que c'est le solvant. Parce que c'est le solvant ici. Encore une fois, vous n'avez pas à le deviner. Vraiment, moi je prends des équations parce que je les connais. D'accord? Je ne les sors pas de mon chapeau, celle-là. Ça, c'est la combinaison linéaire de deux équations élémentaires que vous connaissez. L'équation d'oxydation, de réduction du permanganate et l'équation d'oxydation du liaison fer. Alors, l'idée est la chose. Oui, je t'écoute. Vous avez additionné deux équations. J'ai combiné linéairement deux équations. Je ne les ai pas additionnées. J'ai fait une combinaison linéaire intelligente. Vous savez que ça marche. Je sais que ça marche parce que je respecte la règle que vous ne connaissez pas encore. D'accord, ici. Donc en gros, laissez des lignes en dessous, d'accord? Laissez 3 lignes en dessous, d'accord? Pour que vous ayez de la place. Si on suppose que par exemple, le nombre de moles initial de MnO4-, ça va être égal à... Je vais le... allez. À 10-2 moles, que le nombre de moles initial de H+, ça va être égal à 1 mol, d'accord? Et que le nombre... Et voilà, en plus j'inverse les zéros. Pardon, j'ai inversé les zéros. Et que le nombre de Fe2+ initial, ça vaut 10-2 mol. Tiens, voilà, je vais faire ça, je vais prendre un mélange équimolaire. D'accord? Et le reste vaut 0. D'accord? Et bien en fait, je vais pouvoir écrire à chaque fois le nombre de moles en fonction de ce truc-là. D'accord? Donc je vais pouvoir écrire de façon très pédestre que le nombre de moles de MnO4-, ça va valoir quoi si vous appliquez cette formule là-bas? Oui, Adam? C'est 10-2 mol, effectivement, le nombre de moles initial. Effectivement, moins, puisque le coefficient stoichiométrique vaut moins 1, d'accord? Et donc moins xi. Le nombre de moles de H+, dans ce cas-là, ça va être quoi? 1 mol, d'accord? Moins 8 xi. D'accord? Puisque le coefficient stoichiométrique de H+ vaut 8. D'accord? On va faire un truc rigolo. Le nombre de moles de Mn2+. Ouais. Xi, effectivement, tout bêtement. Puisqu'il n'y en a pas au départ. Et vont rajouter des trucs à l'arrivée. Etc., etc. D'accord? Ça, en fait, en général, on ne le met pas ici. On le met en dessous. D'accord? Ouais, je t'écoute. Là, ici, le reste nul, il faut que j'écrive sauf H2O, qui ne peut pas être nul. D'accord, vu que c'est le second. Ouais. Si, c'est en fonction de la 8e étape. Si, c'est un paramètre.
C'est un paramètre d'avancement. D'accord? En fait, c'est un espèce de nombre de moles fictif qui aurait été consommé si jamais tu avais un réactif de coefficient stoichiométrique 1. Enfin, moins 1. D'accord? C'est ça l'idée. D'accord? Donc, en général, ce truc-là, on les écrit pas comme ça, on les écrit en dessous. D'accord? Vous avez déjà fait ça une fois dans votre vie, je suppose, hein, d'accord? Donc, en général, on écrit 10-2 mol moins xi. On fait un trait ici. Là, c'est 1 mol moins 8 xi. D'accord? Là, ici, j'aurais quoi? J'aurais effectivement 10-2 mol moins 5 xi. D'accord? Ici, j'aurais 5 xi. Ici, j'aurais xi. Et ici, j'aurais l'infini, comme vous le savez, puisque c'est le seul point. D'accord? Réaliser ça, c'est pour ça que j'ai demandé 2 lignes, ça s'appelle réaliser quoi? Vous savez comment ça s'appelle ce truc-là? Ça s'appelle un tableau d'avancement. Alors, maintenant on va être très clair. Écrire un tableau d'avancement est obligatoire pour n'importe quel exercice de chimie quantitatif. Point barre. Donc, quand vous écrivez une équation bilan, la première chose que vous faites, c'est vous sautez 3 lignes. Pour au moins avoir la place d'écrire un tableau d'avancement quelque part. D'accord? Voilà. Et un tableau d'avancement, ce n'est que la répétition sur l'intégralité des espèces de votre équation bilan de cette formule-là. Vous l'adaptez. D'accord? Écrire un tableau d'avancement est obligatoire pour toute étude chimique quantitative. Voilà l'idée. Superbe. Ok. J'en suis où? Ah non, mais je suis dans l'avancement en fait. Non, je suis con. Non, c'est bon, je reste là. Alors, il s'avère que... Donc déjà, première étape, xi s'exprime en quoi? Xi est en quoi, effectivement? En mol, effectivement, c'est une quantité de matière pour que tout ceci soit homogène. Les coefficients stoichiométriques, eux, sont sans dimension. D'accord? Donc pour que ceci soit homogène, il faut que xi soit en mol. Alors en fait, un des énormes problèmes... Alors, xi, c'est le seul qui valide. Tout le temps. Un des problèmes, c'est qu'on a tendance très souvent à travailler en concentration. Donc, si vous travaillez en concentration, c'est assez pénible parce que vous devez en permanence revenir en nombre de moles, c'est-à-dire en multipliant par le volume, d'accord? Et faire votre tableau d'avancement, puis revenir à la fin en concentration. Ça, c'est assez chiant. Et donc, en général, on ne va pas utiliser xi, mais on va utiliser un autre truc qu'on appelle x, qui est le tableau, qui est l'avancement volumique, d'accord? Donc, il y a une condition pour pouvoir utiliser ça. On va regarder comment ça marche. On utilise souvent, c'est une définition, hein, l'avancement volumique. Alors, on utilise souvent, pardon, en solution, l'avancement volumique et cet avancement volumique, il est défini par x est égal à xi divisé par le volume total. Oui. Ah non, il n'est pas donné, c'est comme ça qu'on décrit le truc. C'est la même question que comment on trouve x dans la position. C'est ça qui décrit ton équation. D'accord? Et tu ne peux pas trouver... Xi te dit juste c'est le curseur entre ton état initial et ton état final. 1 heure de retard, tranquille? Ouais, bah t'auras des problèmes de transport qui te font arriver à 8 heures. Sinon, c'est terminé. Bien.
Donc, ceci fonctionne extrêmement bien à une condition. Il faut que le volume total reste constant au cours de la réaction. Autrement dit, que vous ne rajoutiez pas des merdes dedans. D'accord? Donc en particulier dans les dosages, ça ne marche pas. Pour ceux qui se souviennent de leur TP de l'année dernière, rajouter du liquide, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, deux propriétés sur le sujet, ça va aller assez vite. On utilise ces sujets qu'on utilisera tout le temps par ailleurs. Alors, on ne peut utiliser X que si V total est constant Dans ce cas, en fait, la relation structurelle devient la suivante. La concentration de l'espèce I vaut tout simplement sa concentration initiale plus nu fois X. Les notations sont claires dans ce truc-là? Si, on l'a vu hier, d'accord? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la relation avec N et j'ai utilisé par le volume total. Et ça donne ça directement. Donc, je fais une petite remarque finale qui n'est pas très importante, mais c'est au cas où. Pour les systèmes gazeux, à T et V total constant, on utilise parfois l'avancement en pression qui se note petit p, d'accord, et qui vaut tout simplement en fait xi RT sur V total. D'accord, c'est l'application de l'équation d'état des gaz parfaits à xi, d'accord. Et on a à chaque fois que la pression partielle de I, ça va être la pression partielle initiale plus nu I fois petit p. Donc je mets pas ça en orange, vous croiserez ça extrêmement rarement, mais au cas où vous tombez sur un truc comme ça, que vous ne soyez pas complètement dérouté. Pareil, il faut que tout le bloc multiplicatif de xi soit une constante, donc ici il faut que et la température et le volume total soient constants. Ce qui, pour une réaction gazeuse, est extrêmement compliqué de garantir que le volume soit constant. D'accord? Mais si au cas où ça existe, vous l'avez. On est d'accord là-dessus? Alors, je termine sur quelques remarques. Déjà, quelle est l'unité de X? Mol par litre en chimie, mais effectivement, sinon, il n'y a pas de... c'est pas faux en l'occurrence. X est en mol par litre, unité vernaculaire de la concentration. D'accord, c'est une concentration globale. Et un truc important, c'est que X et Xi sont des fonctions croissantes du temps. D'accord, autrement dit, au fur et à mesure que la réaction se fait, a priori, ça augmente. D'accord. Ce sont des fonctions croissantes de t si la réaction se fait dans le sens direct. Tout le monde comprend ce que c'est que le sens direct? C'est par là, quoi. D'accord. Voilà l'idée. Voilà. Et je mets une remarque qui est triviale, mais qui vaut peut-être le coup d'être écrite, vu qu'elle est dans vos questions de cours. Initialement, que vaut xi de 0? Bah 0, effectivement. Et x de 0 est égal à 0. C'est le début de votre réaction, vous paramétrez ça comme ça. Voilà. Donc vous voyez que c'est une espèce de temps, mais ce n'est pas un vrai temps parce que ça ne vous traduit pas exactement le temps en secondes que votre réaction va faire. D'accord? Ça vous raconte juste que vous partez de xi égale 0, vous atteignez une valeur de xi qui est ce qu'elle est. D'accord? Et pour faire ça, c'est juste un espèce de curseur qui va vous dire vous avez consommé ça, dans telle proportion. On va voir. Oui, Noah. Ouais, comme un... En fait,
la meilleure analogie, c'est une barre de progression. Xi, c'est une barre de progression entre 0 et quand vous téléchargez un truc, c'est exactement ça, Xi. Et ça, vous le savez, quand vous téléchargez un truc, vous voyez la barre de progression, et vous savez que ça vous raconte le temps, c'est pas exactement pareil. D'accord ? Mais voilà, c'est une barre de progression, ça avance. Quand votre action est totale, ce sera 100%. Quand elle est limitée, ce sera entre les deux. Voilà, c'est ça l'idée. On est d'accord sur la cinématique du problème. Donc, la chimie en soi, c'est hyper simple. Vous avez une relation. Xi égale, enfin, ni égale ni0 plus nu fois Xi. Toute la cinématique est concentrée là-dedans. D'accord ? Tout le reste, c'est... il n'y a pas grand-chose d'autre en fait. Et donc on passe au grand 2, puisqu'on a fini toute la cinématique. Vous voyez que ça va plus vite comme écart. D'accord ? Ouais. Sur l'étude des réactions chimiques. Alors, l'idée maintenant est la chose suivante. Donc, on va continuer notre analogie culinaire. Grosso modo, pour l'instant, je vous ai expliqué, c'était qu'une recette de cuisine. Maintenant, en fait, on va essayer de comprendre ce qui se passe lorsque vous avez un placard et une recette de cuisine. D'accord ? Vous avez des choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme bouffe, hein, d'accord ? Et à partir de quel moment vous racontez à vos clients qu'il n'y a plus ce qu'ils veulent bouffer. D'accord ? Voilà. C'est relativement simple, comme ça que ça se passe. Et donc, la première étape dans cette histoire, ça va être de définir ce qu'on appelle les réactifs limitants, excès, etc., etc., d'accord ? Qui ne sont pas du tout liés à l'équation bilan, qui sont liés à ce que vous avez dans vos placards, autrement dit ce qu'il y a en solution au départ. D'accord ? Notion de limitant et d'excès. Et on va faire tout le vocabulaire des mélanges au départ. D'accord ? Moi, je vais le faire tout de suite. Ok. Alors, soit donc une équation bilan, hein, quelconque, que je vais toujours modéliser par ce truc-là. Et d'accord. Et des quantités initiales NI0. Donc pour l'instant, je raisonne en quantité. On peut littéralement... Donc ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais raisonner en quantité avec Xi. Et à la fin, je vous donnerai les résultats également avec X. Mais c'est tout simplement les mêmes calculs divisés par le volume total, hein, à chaque fois. D'accord ? Donc c'est pas très compliqué. Et des quantités initiales. Alors, premier vocabulaire que vous connaissez peut-être, mais j'en profite un peu. Je vais arrêter de supposer que vous avez fait un lycée. D'accord ? C'est une mauvaise supposition en général. Si pour deux réactifs I et J, vous avez la même quantité, on dit que ces deux réactifs sont introduits en quantité équimolaire. D'accord ? Voilà, c'est l'idée. Donc, on dit que I et J sont introduits en quantité équimolaire si et seulement si NI0 est égal à NJ0. Même nombre de moles. Voilà, voilà. Absolument pas. C'est complètement faux. Sinon, on ne ferait pas deux mots différents. Voilà. Cette propriété-là est une... Non, pardon, justement, non. Cette propriété-là est une propriété inutile. Ça n'a aucun intérêt, les mélanges équimolaires, en général, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est les conventions stoichiométriques, et c'est pas la même chose. D'accord ? On va voir tout de suite la différence, ne t'inquiète pas, ça arrive dans les 5 minutes. On est d'accord là-dessus ? Voilà. Alors, on va faire un petit raisonnement relativement simple, d'accord ? Chaque réactif est soumis à l'équation fondamentale de la cinématique chimique, c'est que en fait la quantité de matière du réactif I
est égal en fait à sa quantité de matière originale plus nu-i multiplié par xi. On est d'accord là-dessus? Pour que ce soit plus clair, je vais réutiliser de façon extrêmement exceptionnelle alpha, en disant que c'est bien entendu ni0 moins alpha i fois xi, avec alpha i qui est positif. On est clair là-dessus, c'est bon? Ça c'est le truc de base dont on parle depuis une heure. Ce truc-là est une fonction affine, décroissante. Autrement dit, il existe un moment où ça arrive à 0. On est au clair là-dessus? Comme xi c'est le même pour tout le monde, d'accord? Il y en a un qui va toucher 0 en premier. D'accord? Donc si vous résolvez ça égale 0, ça vous donne xi égale n0 divisé par alpha i. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc on peut dire qu'il y a un espèce de xi maximum pour chacun des réactifs. Il y a un moment donné où la valeur de xi va les faire disparaître complètement. D'accord? Et parmi tous ces réactifs-là, il y en a un pour lequel ça va arriver en premier. D'accord? Donc c'est pas extrêmement compliqué en fait. L'idée c'est que on définit le réactif limitant comme étant le premier susceptible de voir sa quantité de matière s'annuler. D'accord? Le susceptible est important. Les réactifs ne disparaissent jamais. Ils restent à l'état de trace. D'accord? C'est pas exactement la même chose. On définit le réactif limitant comme le réactif, ou plutôt comme un réactif, parce qu'ils peuvent être plusieurs en même temps, comme un réactif susceptible de disparaître. Alors en premier n'est pas très bon, mais pour la valeur la plus faible de xi. Petite remarque, à partir du moment où lui a disparu, il est impossible de continuer parce qu'en fait, sinon, sa quantité de matière va devenir négative. Et la quantité de matière ne peut pas devenir négative. Vous ne faites pas popper de l'antimatière ou je ne sais pas quoi. Donc, la propriété de base dans la détection, c'est la chose suivante. Un réactif limitant est tel que sa quantité initiale soit ni0 est égal au minimum des nk0 divisé par alpha k. Autrement dit, le réactif limitant, c'est celui dont la... pardon. Quand même, je ne dis pas de conneries. C'est celui tel que, en fait, le rapport ni0 sur alpha soit le plus petit. Oui. Il faut dire le minimum de xi aussi. Pardon? Le minimum de xi. Xi est un paramètre variable. Donc mais en fait, c'est le minimum de xi final, si tu fais un xi final par. D'accord? Sauf que comme xi final, ça veut dire autre chose, je préfère pas m'embrouiller, mais ça revient à ça. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez comment ça se passe. D'accord? Bah, vous vous souvenez, ça vous embête si on reprend le même exemple que tout à l'heure? Donc c'était le paragraphe grand 1, petit 3, c'est ça? Ou grand 1, petit 4, peut-être? Petit 4, c'était quoi le limitant? Donc je vous rappelle, on avait que n de mn au 4 moins initial, ça valait 0, ça valait 10 moins 2, c'est quoi? Je sais plus. 10 moins 2. 10 moins 2, le nombre de moles de H+, c'était 1 mol. Et le nombre de moles de Fe2+, c'était 10 moins 2 mol. Donc là, vous voyez que MnO4- et Fe2+, sont en mélange équimolaire, dans la même quantité. Quel est le ou les réactifs limitants? Oui. C'est Fe2+, pourquoi? Parce que si je fais 10 puissance 2 sur 5 est petit que... Exact. En fait, ce que vous calculez, c'est
10 puissance moins 2 sur 1. Là, vous calculez 1 sur 8. Là, vous calculez 10 moins 2 sur 5. Le plus petit des trois, c'est 10 moins 2 sur 5, d'accord? Donc, c'est celui-là, ça c'est le plus petit. D'accord? Donc, FE de plus est limitant. Voilà, terminé, au revoir. Donc, vous constatez que ça ne dépend pas des quantités. Par exemple, j'aurais pu avoir 2 10 moins 2 ici. Mais ça serait quand même limitant, même si sa quantité est plus grande que MnO4-. Ce qui compte, c'est non pas la quantité de matière, mais la quantité de matière renormalisée par le coefficient stoichiométrique. Et ça, si vous vous souvenez de notre analogie de la tarte aux pommes, c'est exactement ça dont on parle. Si vous avez une tarte et 7 pommes, bah, c'est toujours les pommes qui sont limitants. Non, pardon, une tarte et 3 pommes, d'accord, c'est les pommes qui sont limitants. Tout simplement parce que, bah, même s'il y en a plus en tant que tel, comme il vous en faut 4 à chaque fois, ça ne fonctionne pas. On est d'accord là-dessus? C'est clair sur le réactif limitant? Donc là maintenant, on va enchaîner un certain nombre de définitions, mais qui sont simplement du vocabulaire. Donc déjà, est-ce que vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs réactifs limitants en même temps? D'accord? Par exemple, si j'avais pris 10-2 ici et 5-10-2 ici, ben, ils auraient été tous les deux simultanément limitants. On est d'accord? Voilà. Donc, ça c'est la première chose, c'est une première remarque. On peut avoir plusieurs réactifs limitants simultanés. Il suffit juste que leur quantité de matière tombe bien. D'accord? C'est une remarque importante. On peut avoir plusieurs réactifs limitants simultanément. Alors, là on est parti sur le vocabulaire. Premier vocabulaire. Tous les réactifs qui ne sont pas limitants sont dits en excès. D'accord? Autrement dit, il en reste à la fin. Tous les réactifs non limitants sont dits en excès. Deuxième chose, si I est limitant, on définit Ximax par formule hyper importante. Ximax égale tout simplement Ni0 sur alpha I. L'avancement maximum, c'est tout simplement le nombre de moles initial du réactif limitant divisé par son coefficient stoichiométrique. En fait, à Ximax, la quantité de matière de réactif limitant devient 0. Donc c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Ça revient à ça. On est d'accord là-dessus? Donc Ximax, c'est le minimum. D'accord? Ici, par exemple, Ximax, c'est 10-2 divisé par 5 mol. Sans problème majeur. On est au clair là-dessus? Alors, troisième définition. Si deux réactifs I et J sont introduits de telle sorte que Ni0 sur alpha I égale à Nj0 sur alpha J, alors ils sont dits en proportion stoichiométrique. Ce truc-là marche également pour les produits, donc en fait, cette formule, je vais la donner avec les NUI. D'accord? Si deux espèces sont telles que Ni0 sur NUI est égal à Nj0 sur NuJ, alors elles sont dites en proportion stoichiométrique. Donc tu vois Camille que ce n'est pas exactement la même chose. C'est la même chose si les coefficients stoichiométriques valent 1 en valeur absolue. Alors elles sont dites en proportion stoichiométrique. Alors stoichiométrique, ça s'écrit hyper bizarrement. D'accord? C'est quelqu'un qui a des parents riches. Stoichiométrique. D'accord? C'est un E dans l'eau. Il y a un H qui se balade. Enfin, c'est un truc grec. D'accord? On a mis des trucs un peu dans tous les sens. Donc faites attention, équimolaire et stoichiométrique, a priori, ça n'a rien à voir. Et alors ça peut avoir quelque chose, si les deux coefficients sont les mêmes,
D'accord? Mais ces équations ne sont pas les mêmes, ça ne reviendra pas au même. Et là, on va faire un certain nombre de propriétés intéressantes. Deux réactifs sont simultanément limitants si et seulement si ils sont limitants et en proportion stoichiométrique. D'accord? Puisqu'il faut qu'ils aient le même ni0 sur alpha i pour être simultanément limitants. D'accord? Donc ça, c'est la base. Deux réactifs, enfin, c'est plutôt l'autre sens. Si deux réactifs sont simultanément... Si deux réactifs sont simultanément limitants, alors ils sont en proportion stoichiométrique. Ça, c'est le premier truc. Il y a un truc, il y a un théorème absolument incroyable, je vais vous le montrer. Vous n'êtes pas obligé d'écrire la démonstration, c'est pas hyper intéressant, mais imaginons que je prenne NI et NJ, d'accord? Vous êtes d'accord que je peux écrire la façon dont ils vont évoluer au cours du temps? Donc en particulier, je peux dire que c'est NI0 plus alpha plus NUI fois xi, et ça sera NJ0 plus NUJ fois xi. On est d'accord là-dessus? Vous voyez que je peux tout diviser par NUI. Donc je peux dire que NI0 sur NUI, c'est égal à ça sur NUI, et puis pareil, je peux diviser par NUJ ici et NUJ ici. Si jamais mes deux réactifs initialement sont en proportion stoichiométrique, autrement dit que ça égale ça, alors ça veut dire qu'en permanence, ça sera égal à ça. Autrement dit qu'ils seront toujours en proportion stoichiométrique. Ça, c'est hyper important. Deux espèces qui, à un moment donné, sont en proportion stoichiométrique, le sont pendant l'intégralité de la réaction. Si vous pensez recette de cuisine, vous comprenez exactement pourquoi. Si vous achetez deux pâtes et 8 pommes, faites d'abord une tarte aux pommes et vous êtes encore en proportion stoichiométrique. Il n'y a pas un réactif qui, à un moment donné, a décidé de redevenir en excès alors que vous aviez bien préparé le truc au départ. On est d'accord? Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que stoichiométrique, c'est beaucoup, beaucoup plus important que équimolaire, qui pour le coup sert littéralement à rien dans cette histoire. Donc ça, c'est le deuxième théorème. Deux espèces en proportion stoichiométrique le reste durant toute la réaction. Ça, c'est important. Et il y a une conséquence de ça qui est extrêmement importante. Si au départ des produits, vous n'en avez pas du tout, c'est-à-dire si leur quantité de matière vaut 0, ça signifie qu'ils sont tous en proportion stoichiométrique dès le départ, puisque 0 sur quelque chose, de toute façon, ça vaut 0. Conséquence, ça signifie que des produits absents au départ sont forcément formés en proportion stoichiométrique. Obligatoirement. D'accord? Conséquence, des produits initialement absents sont formés en proportion stoichiométrique. Ce théorème-là, même si pour vous il sera absolument inutile, c'est la base de toute la chimie parce que c'est grâce à ce théorème-là que quand on a commencé à faire des manips avec des produits initialement absents, on a commencé à voir les diverses proportions des trucs dans les réactifs initiaux. Parce que vous voyez, tiens, à l'arrivée, j'ai 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène, j'ai 2 fois plus de machin. Donc vous avez ce truc-là qui marche bien. C'est grâce à ça qu'on teste la stoichiométrie, justement, des composés. Voilà. Dernière définition que vous connaissez probablement déjà. Un mélange est dit stoichiométrique si et seulement si tous les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Voilà. Et donc dans ce cas-là, ils sont tous simultanément limitants. Oui, Gabriel? Oui. Oui, ça dépend, c'est ce que tu appelles il.
L'équivalence, c'est quoi la définition pour toi? On n'a pas encore vu, donc je ne serai pas méchant. L'équivalence, c'est un état initial. L'équivalence, ce n'est pas un état final. À l'équivalence, il n'y a pas de produit. Ça, c'est un truc hyper subtil. L'équivalence, c'est une façon de préparer un mélange qui ensuite va faire une réaction. Donc très souvent, on confond à l'équivalence, mais en fait, tu as à l'équivalence, qui est un état initial, et à l'équivalence à l'équilibre, qui est une fois que tu as préparé cet état initial-là, tu as fait ta réaction, qu'est-ce qui se passe? D'accord? L'équivalence, par définition, c'est le moment où le titrant et le titré sont en proportion stoichiométrique. C'est littéralement la définition de l'équivalence. Donc là, tu as raison, de ce point de vue-là. Ce que te racontent les produits à l'arrivée, t'en sais rien. D'accord? Mais de toute façon, ils sont forcément produits en proportion stoichiométrique s'ils sont absents au départ. Ça, c'est la base. Donc, dernière chose, un mélange est dit stoichiométrique si et seulement si tous les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Et dans ce cas, ils sont tous limitants et donc aucun n'est en excès. D'accord? Ça, un mélange stoichiométrique, c'est vous avez une recette à faire, vous achetez pile poil ce qu'il vous faut. Et à l'arrivée, il ne vous reste plus rien. D'accord? J'écris ça et je réponds à ta question. Dans ce cas, tous les réactifs sont limitants. Je t'écoute, Kevin. Ah, c'est ça, d'accord. Tac, 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 là, voilà. Bien. Il me reste 2 définitions à faire avant de passer au paragraphe suivant. Alors, tout ceci n'est que du vocabulaire. Là, on n'avance pas, d'accord? Globalement, on raconte rien. Donc, on va appeler... alors, petite remarque, donc ça, c'est le truc important. Donc, en général, une réaction n'atteint pas Cmax. De quoi en fait, on a un état final caractérisé par CF, et CF appartient à 0 Cmax. D'accord? Donc une équation, en fait, elle n'est jamais totale, en vrai. D'accord? C'est-à-dire que jamais vous faites disparaître l'intégralité des réactifs. Autrement dit, il reste toujours des traces de réactifs. D'accord? Il y a quelques exceptions à ça. Enfin, il y en a beaucoup, en fait. Mais pour l'instant, vous avez bouffé ça. Vous remarquez que j'ai quand même fermé ce truc-là. Ça peut arriver. Donc, l'idée, c'est que donc, votre réaction, elle va atteindre un état d'équilibre, à un moment donné, qui est tout simplement la chose suivante, c'est que le processus dans ce sens-là va se faire à la même vitesse que le processus dans l'autre sens. En fait, une réaction chimique ne s'arrête jamais. Sauf que si vous avez 2 réactions concurrentes qui vont dans les 2 sens, pour vous, à l'arrivée, c'est comme s'il ne se passait rien. Oui. Mais le Cmax, c'est le xi pour lequel il y a un réactif limite. Qui vaut 0. Mais pourquoi on n'atteindrait jamais? Bah parce que tu ne peux pas faire disparaître des réactifs complètement. Parce que tu passes ta vie à en former dans l'autre sens. C'est un process comme ça. Voilà. Donc il existe des réactions suffisamment OXIF et suffisamment proches de Cmax pour considérer que c'est comme si tout avait disparu. Il existe des cas où tu as le droit de faire disparaître un réactif, quand c'est solide. D'accord? Mais sinon, a priori, ils ne disparaissent pas. Il en reste une quantité extrêmement petite, certes, mais pas nulle. Ouais. Si f est égal à 0, il se passe rien. Si f est égal à 0, il se passe rien. La réaction n'a pas bougé. Voilà. Ouais. Si on a une relation dans les deux sens, il se passe quelque chose qui fait une limite. Exactement. Donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'au départ, ta réaction dans ce sens-là va réagir plus vite que l'autre. C'est juste une histoire. Alors, une réaction chimique, faut même. Vous savez ce que c'est qu'une réaction chimique ou pas, quand même, en vrai? Microscopiquement. En gros, vous avez des molécules qui se baladent. D'accord? Elles se cognent. Et il s'avère qu'en fonction de la forme des molécules, de la façon dont elles se cognent et de l'énergie cinétique avec laquelle elles se cognent, vous pouvez soit rebondir, boum, il ne se passe rien, soit rentrer dedans et changer et faire une molécule. D'accord? Casser une molécule et en fabriquer une autre.
C'est ça qu'on appelle une équation, enfin une réaction chimique, c'est le résultat de milliards de trucs comme ça qui vont se passer dans un sens comme dans l'autre. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'en général, au départ, tu as énormément de réactifs, très peu de produits. Donc, la probabilité que des réactifs se cognent entre eux est élevée, et la probabilité que, par contre, des produits se cognent entre eux est très faible, puisqu'il n'y en a pas. Et au fur et à mesure, les réactifs vont disparaître, donc la probabilité qu'ils se cognent se casse la gueule, et au contraire, la probabilité que les produits se rencontrent augmente. Donc après, tu as toute une histoire de choc efficace, donc c'est la probabilité que ça se rencontre, plus la probabilité que le choc soit suffisamment efficace pour faire la réaction chimique dans l'autre sens, et à un moment donné, bah, boum. Et il y en a autant qui sont dans un sens que dans l'autre. Voilà. Mais encore une fois, microscopiquement, vos molécules ne savent pas qu'elles ont atteint l'équilibre. On continue à faire le boulot, sauf que bah, la réaction continue à se faire dans un sens, dans l'autre, mais avec une probabilité de rencontre de plus en plus faible. Oui, je t'écoute. Du coup, XIF est exactement égal à Ximax que quand on a la conscience directe dans les... Que quand effectivement la réaction est considérée comme totale. Voilà. Oui. Et comment on explique justement que cet avancement il soit plus ou moins d'un... Ça dépend littéralement justement de ces histoires de probabilité de choc efficace. Voilà. En gros, plus tu formes des molécules stables, plus ta réaction va être totale. C'est-à-dire, plus c'est chiant de revenir en arrière. Donc typiquement, quand tu fais C plus O2 donne CO2, ouais, sur le papier, elle est réversible. Quoi. Par contre, CO2, c'est ultra stable, donc voilà. Une fois que c'est là, ça ne bougera pas. Enfin, ça ne bougera pas, sauf à des températures extrêmement élevées, où l'énergie cinétique sera suffisante pour repéter la molécule dans l'autre sens. Voilà l'idée. Donc, vraiment, là, tout ceci dépend de la cinétique, de la température, de plein de choses. Mais dans le principe, c'est uniquement ça. Alors, avant-dernière définition, on définit le rendement par... Alors, il y a plusieurs notations. Moi, je vais l'appeler R, parce que ρ, souvent, c'est utilisé pour la masse volumique. D'accord? R égale tout simplement CF sur Cmax. Ça, c'est ce qu'on appelle le rendement. C'est pas extrêmement compliqué dans cette histoire. Et on définit enfin le taux d'avancement par T. T, alors c'est une fonction de xi en fait. Qui va en fait xi sur Ximax. Et donc si vous voulez faire une formule de plus, le rendement, c'est T de xi final. Voilà. Vous avez le droit de le multiplier par 100 si vous voulez que ce soit en pourcentage. Quoi. Ouais, je t'écoute, Samy. Vous aviez dit qu'on pouvait détruire de la matière, enfin de l'énergie. Oui, mais pas en chimie. Est-ce qu'on peut faire l'inverse ou pas? Oui, bien sûr. Je t'ai répondu hier, c'est pour ça que tu es ici. Parce que au départ, avec de l'énergie, donc tu fais de la matière quand même avec de l'énergie. La matière, hein? Non, mais nous, est-ce qu'on peut faire de l'énergie de la matière? Oui, bah tu fais une réaction nucléaire, tu fais ça, entre autres. Dans un des processus, nos sous-processus, tu fais ça. Voilà. Oui. Le rendement, ça traduit notre état d'équilibre, en fait, quand il est proche de... Exactement, tout à fait. Et le taux d'avancement, c'est à un instant donné à quel point tu es loin de la fin. Donc le taux d'avancement final, c'est le rendement. Voilà. Si tu as une réaction totale, ton taux d'avancement va aller de 0 jusqu'à 100%. Mais c'est ça, et si on fait tenter vers ce qu'on dit, le taux d'avancement va tendre vers le rendement. Vers le rendement, tout à fait. Mais je mets pas de temps dans cette histoire justement à cause de ça. D'accord? J'ai aucune idée du temps que ça prend, tout ça. Oui. C'est un T. T, si, ouais. T comme taux. Ouais, bon, ça c'était très nul, mais voilà. T comme la première lettre du mot taux avec un X. Hop là, voilà. C'est bon là-dessus? Superbe. Ça, c'est tout le vocabulaire. Le seul truc important, encore une fois, c'est ces histoires-là. Alors, petite remarque, j'ai fait que des trucs avec si. Vous pouvez tout généraliser sans aucune forme de problème avec X. D'accord? Vous voulez que je vous fasse un tableau récapitulatif avec X ou c'est bon? Ouais? Donc, alors par contre, il faut que vous m'aidiez, que vous scanniez toutes les formules qu'on a vues. Avec X, alors on y va. On a d'abord vu le limitant, c'est ça?
tel que xi sur alpha i est égal au min des xk sur alpha k. Non, c'est ci 0 égale des ck0 sur alpha k. On est d'accord? Ça, c'est la version avec les concentrations. X max, c'est égal à ci0 sur alpha i avec i limitant. C'est tout, non, ce qu'on a vu. Enfin, mis à part celle-là, c'est tout ce qu'on a vu comme formule, non? J'ai l'impression. Après, excès, machin, c'est la. Enfin, grosso modo, c'est des concepts. R, c'est xf sur x max. Et T, c'est x sur x max. Enfin, vous voyez que c'est les mêmes, hein. C'est juste remplacer x par xi à chaque fois, xi par x à chaque fois, et les nombres de moles par des concentrations. D'accord? Voilà. Tout le reste, c'est des définitions, c'est la même chose. Alors, cela étant, pour l'instant, on n'a rien fait. On a fait que du vocabulaire et on a de la cinématique. C'est la même chose qu'en mécanique. Tant qu'on n'a pas de théorème de fond, tant qu'on n'a pas de principe fondamental de la chimie, bah, on est un peu embêté. Alors, je vais vous faire encore un tout petit peu patienter. D'accord? On ne l'aura peut-être pas aujourd'hui. On va voir. Dans le principe, on va d'abord faire la même chose que ce qu'on a fait en mécanique, en cinématique. On va regarder des cas particuliers. Qu'est-ce qui se passe si on sait qu'une réaction est très limitée ou au contraire qu'elle est très totale, etc., etc. Et ce paragraphe-là est le paragraphe le plus important parce que, en fait, ce qu'on va faire dans ce paragraphe-là, qui est le petit 3, si je ne me trompe pas, d'accord, on va l'appliquer pendant l'intégralité de l'année en chimie. L'intégralité de l'année en chimie tourne autour de ça. Les approximations usuelles en chimie, qu'est-ce qu'on peut faire pour se simplifier la vie? D'accord, voilà. Petit 3, petit 2, pardon. Ça, c'est pas important, c'est important ça. Oui, je l'écris en orange. Approximation usuelle en chimie des solutions. Donc ce paragraphe est exactement le similaire des mouvements particuliers en cinématique, que vous bien sûr connaissez par cœur à 3 jours de votre DS de mécanique. Hein, voilà. Mouvement circulaire, le mouvement rectiligne uniforme, l'oscillateur harmonique, le pendule simple, l'oscillateur mécanique, tout ça, vous connaissez ça par cœur et sur le bout des doigts. J'espère pour vous, parce que sinon vous allez souffrir. Voilà. D'accord? Ici, c'est le même. Alors, en fait, des approximations usuelles en chimie, il y en a 2 plus 1, en fait. Il y en a, ou 1 plus 2 dans l'ordre dans lequel je vais le faire. Il y en a une qui va concerner essentiellement les réactifs, d'accord, qu'on appelle le large excès. Et une autre qui vont concerner la façon dont la réaction se termine. Est-ce qu'elle va se faire de façon extrêmement forte ou au contraire, est-ce qu'elle va se faire de façon extrêmement limitée? Voilà, donc il y en a 3. Donc, petit a, qu'on va appeler le large excès. Voilà. Alors, large excès, c'est, vous êtes en train de faire, je ne sais pas moi, une petite épaule d'agneau, d'accord? Et dans les ingrédients, il y a du sel. En général, sauf si vous êtes vraiment à la dèche, le sel est en large excès dans votre cuisine. On dit que vous allez en mettre un peu, et à l'arrivée, la quantité totale de sel ne va pas avoir bougé à fond, d'accord? Sauf si vraiment vous avez envie de mourir, d'accord? Speedrun l'hypertension, voilà, tranquillement, ok? Donc, on ne fait pas ça. Donc, globalement, le large excès, c'est simple, si vous avez un des réactifs qui est en quantité énorme par rapport à ce dont on a besoin. Donc ça, c'est la version littéraire du problème. La version plus mathématique, c'est tout simplement qu'on est parti. Donc, faites attention, la chimie, c'est une discipline hyper chiante au niveau du vocabulaire. Il y a plein de vocabulaires qui se ressemblent et qui ne veulent pas dire la même chose. Un truc en excès, c'est un truc rigoureux. C'est-à-dire qu'il n'est pas limitant. Il en reste à la fin. Un truc en large excès, c'est une approximation. Donc il y a une différence essentielle entre excès sans le large et excès avec le large. D'accord ? Donc la chimie a énormément de vocabulaire qu'on a l'impression qu'il se recouvre, alors qu'en fait ça ne se recouvre absolument pas. Donc méfiez-vous là-dessus. Donc un réactif est dit en large excès
et seulement si son nombre de mol initial, donc je vais mettre un petit i après le réactif là, un réactif i, est dit en large excès si en fait son nombre de mol initial divisé par alpha i est très grand devant xi max. Vous calculez xi max, vous allez trouver le réactif. Donc on refait le process. On est sûr qu'il y a un réactif limitant, tout simplement. Alors, tout le monde est au courant? Pourquoi on est sûr qu'il y a un réactif limitant? C'est des maths, hein. Vous avez une collection de nombres, vous avez fini, vous avez forcément un minimum dans le temps. D'accord? C'est un théorème de maths que vous avez quelque part. Hein. Si vous prenez 3 nombres, il y en a forcément un plus petit dans le temps. Voilà. Oui? C'est pas la première fois qu'on me pose la question. C'est pas la première fois que je prends le tapis, que je fais... Voilà. 10 fois, 50 fois, 3 fois. Encore une fois, c'est toujours pareil. Ça dépend d'à quel point tu veux que ton calcul final soit exact. C'est vraiment toujours une histoire d'appréciation de comment ton modèle est bancal. D'accord. Voilà. Donc je vais répondre en bottant en touche, hein, faire la réponse de ministre, hein, raisonnablement grand pour que ça te semble correct. D'accord. Mais c'est toujours, d'accord, c'est toujours la même réponse. Hein. En général, 10 fois, c'est comme ça qu'on prend. Voilà. On est d'accord là-dessus? Autrement dit, ça vous raconte qu'à la fin, il va en rester ni0 moins alpha i xi max, on est d'accord? Et que alpha i xi max est négligeable devant ni0. Donc la conséquence de ça, c'est qu'en fait, ça c'est l'approximation. Donc là pour l'instant il n'y a pas d'approximation, on est d'accord? J'ai juste défini un truc. Et pour un réactif limitant, on va considérer que ni vaut toujours ni0. On dit que la quantité de réactif n'aura pas bougé. Pour un réactif en large excès. Si i est en large excès, alors ni est à peu près égal à ni0. On dit sa quantité ne change pas. Voilà votre première approximation. Donc celle-là concerne essentiellement les réactifs. Encore une fois, vous faites des tartes aux pommes, mais vous vivez au milieu d'une pommeraie. Donc vous prenez les pommes, vous faites les trucs, mais il vous reste encore 10 tonnes de pommes à faire. Et comme vous n'aimez pas tant les tartes aux pommes que ça, et que vous ne voulez pas speedrun le diabète en plus de les tartes aux pommes, vous allez les arrêter. C'est la première. Deuxième approximation, ça va être une approximation qui va concerner la réaction chimique en tant que telle. Vous en allez avoir deux qui, elles, sont pas complémentaires, mais en tout cas, ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. La première, c'est ce qu'on va appeler la réaction... Alors, je ne sais pas dans quel sens je le fais. J'ai mis quoi dans mes questions de corps? Je vais essayer que ce soit la même. Réaction totale, voilà. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on fait sur la réaction. On va supposer qu'elle est totale, et on va regarder la gueule que ça. Donc une réaction va être dite totale si on peut considérer, ou si on considère, d'accord, ça dépend de votre degré de volontarisme dans le choix, finalement, d'accord. Donc, une réaction est dite totale si et seulement si on considère que xi final est à peu près égal à xi max. Autrement dit que, grosso modo, vous êtes allé très très proche du truc. Oui. Et en termes de rendement, en général, on dit que c'est quoi? Le rendement est à peu près égal à 1, ça revient à ça. Mais c'est quoi, 95% nous dans les faits? Même réponse qu'à Sullivan, quoi. C'est à peu près égal, comme tu veux, quoi. Encore une fois, si on te demande un truc au pourcent près, ça sera pas la même chose si on demande un truc à 10% près, quoi. C'est pas les mêmes approximations. Sachant encore une fois que c'est toujours la même conversation. On a des modèles, on ignore la moitié des réactions, voilà, on fait pas mal de choses. Donc des approximations sous-jacentes, il y en a plein, c'est pas un truc absurde, quoi, cette histoire. D'accord? Alors, on a donc un certain nombre de conséquences de ce truc-là. Ce qui m'intéresse, c'est vous connaissez le processus. D'accord? Et donc, il y a un certain nombre de résultats à prendre par cœur. Voilà, et on va les faire ici. Dans ce cas, la première conséquence, c'est que la flèche est notée comme ça.
vous matérialisez dans l'équation bilan le fait que vous considérez la réaction comme totale en remplaçant la double flèche d'équilibre par une flèche dans un seul sens, comme ça. Deuxième chose, on pose un bon copain que vous connaissez bien, epsilon, qui est une quantité comme d'habitude petite, et cette quantité, ça vaut tout simplement xi max moins xi final. D'accord ? Je vous rappelle, premier cours de l'année, que quand j'écris que xi f est à peu près égal à xi max, ça signifie que la valeur absolue de la différence entre les deux est négligeable devant les deux. Ça ne veut pas dire que ça vaut 0. On est d'accord ? C'est le cours sur les développements limités. Je vous rappelle que, vous vous souvenez de ce que ça signifie ça ? Ça signifie, j'extrais un équivalent et je remplace le modèle par. D'accord ? Oui. Quand on dit on note la flèche comme ça, Oui. est-ce que ça sert à y donner avec cette flèche-là dans l'équation du monde? C'est vous quand vous allez l'écrire, plus exactement. D'accord ? Moi, en tout cas, je mettrai toujours des flèches réversibles, sauf si je vous dis déjà dans l'énoncé qu'on considère la réaction comme totale. Après, cette flèche-là, le problème, c'est qu'elle a deux sens. Soit c'est une réaction totale, soit c'est aussi les demi-équations électroniques qui, par convention, utilisent cette flèche-là. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est un indicateur fort de ce qui se passe. Voilà. Parce que je comprends le sous-jacent de ta question. Mais voilà, mais c'est pas ça. Donc, on pose epsilon égale ça, qui est donc la toute petite différence qu'il y a entre xi max et xi f. Comme xi f est plus petit que xi max, de toute façon, ce truc-là est positif, il n'y a pas de problème. Et là, on a un traitement simple dans le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement à l'état final s'écrit ainsi. Alors, vous avez un traitement mixte. Pour les réactifs non limitants et les produits, on considère que xi vaut xi max. Voilà. Donc, pour les réactifs en excès et les produits, on considère que xi final est égal à xi max. Donc là, il n'y a pas de problème. Et pour les réactifs limitants, le nombre de moles final va être égal tout simplement. Alors, l'idée est la chose suivante. Si vous prenez pour le réactif limitant la différence entre ça et ça, vous voyez que vous allez avoir les xi max qui vont disparaître. Il va rester en fait tout simplement leur coefficient stoichiométrique fois epsilon. D'accord ? Donc pour réactif limitant, le nombre de i final est égal à alpha i multiplié par epsilon. Autrement dit, ça ne vaut pas 0. Ça vaut une quantité qui est extrêmement petite et avec un coefficient qui traduit en fait la proportionnalité de cette histoire. Voilà, c'est ça qui se passe dans une réaction totale. Si on ne vous pose pas de questions sur le réactif limitant, tout se passe comme si vous aviez atteint xi max sans aucune forme de problème pour tout ça. D'accord ? Voilà. Voilà comment on traite une réaction totale. Il y a 3 règles, c'est pas compliqué. C'est le cas le plus compliqué. Vous voyez, c'est pas mortel. Petite remarque, vous pouvez avoir simultanément le A et le B. Vous pouvez avoir un réactif en large excès et une réaction totale en même temps, ça ne change pas de problème dans ces histoires-là. Dernière approximation possible en chimie des solutions, c'est la réaction limitée. Alors, petite remarque, il existe des réactions ni totales ni limitées, ce qu'on appelle des réactions merdiques. Non, pardon, des réactions moyennes. D'accord, voilà. Mais merdique parce qu'au niveau calcul, ça va être beaucoup plus pénible. Réaction limitée. Donc, on dit qu'une réaction est limitée alors en général, on dit qu'elle est très limitée, mais très souvent le trait est omis. Si et seulement si on considère, et là c'est exactement le contraire, que xi final est très petit devant xi max. Et vous n'avez pas à me poser la question à quel point très petit, j'en ai marre de ne pas répondre à cette question. Voilà. C'est la même question que tout à l'heure. Okay.
traitement des réactions très limitées est extrêmement simple. Dans ce cas-là, on va considérer que les quantités à l'équilibre ou à l'état final des réactifs n'ont pas changé. Voilà. Dans ce cas, donc on a deux traitements. En fait, il n'y a qu'un seul truc. Pour les réactifs, NI final est à peu près égal à NI initial. Pour tous les réactifs. C'est la seule approximation que vous allez faire. Pour les produits, vous les traitez exactement de la même façon, sauf que éventuellement, xi final sera petit, quoi. Mais ça ne change pas grand-chose au problème. C'est tout. Alors, il y a une petite notation pour les réactions très limitées. Je vous la donne, mais elle n'est pas systématique. D'accord? Donc c'est pour ça que je la mets après. Mais si vous avez vraiment envie de le marquer, ou de l'écrire, ça existe. On note parfois la flèche. Par, juste la bêtise, voilà, comme ça. Voilà. Pour dire que la réaction est très limitée. Voilà. C'est pas du tout une obligation, c'est pas du tout une notation standard, mais si jamais vous tombez sur cette notation avec une petite flèche en haut et une grande flèche en bas, c'est pour vous dire que grosso modo, la réaction se fait beaucoup dans le sens inverse, quoi. C'est ça que ça vous dit. Oui, je t'écoute, Kim. Concentration à gauche, après concentration à droite. Je comprends absolument pas cette question. Non, mais je me dis rien du tout. Je me dis juste que c'est quoi la concentration à gauche et la concentration à droite? Mais pas l'Assemblée nationale, quoi. Où la concentration n'existe pas, manifestement. Oui, mais je comprends pas le à gauche. C'est pas la concentration que je comprends pas. C'est à gauche, à droite que je comprends pas. Ah, rectifier les produits, déjà, ça me parle plus. Et pourquoi ce serait la même? Il n'y a aucune raison. Si tu as plein de trucs dans ton placard et que tu fais pas grand-chose, il va te rester plein de trucs dans ton placard. Ça te dit rien sur ce que tu as produit, quand même. On est d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Très limité, c'est parfait. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà.